C'est le début de la réponse au jour de libération de l'Amérique signé Donald Trump. Ça se passe en ce moment à l'Élysée. On vous retrouve Laura Baquet à l'intérieur de l'Élysée. Emmanuel Macron, entouré du Premier ministre, mais aussi de plusieurs ministres et des représentants des filières les plus impactées par la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump. Les mots du président de la République qu'on a entendus il y a quelques instants en direct sont extrêmement clairs. Exactement, une décision brutale et infondée. C'est ce que dénonce Emmanuel Macron en préambule de cette réunion d'urgence. On ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs, a-t-il déclaré. Président de la République qui a aussi rappelé que la réponse devait venir de l'Union européenne et qu'elle se fera en 2 temps. Et pour répondre à cette menace américaine, rien n'est écarté. Écoutez le président. Rien n'est exclu. Et donc tous les instruments sont sur la table. Des réponses tarifaires pour faire face, l'activation de mécanismes qui sont en notre main, comme le mécanisme anti-coercition, la possibilité d'avoir des réponses sur les services numériques, où les États-Unis sont extrêmement bénéficiaires sur l'Europe, la possibilité de regarder aussi les mécanismes de financement de l'économie américaine. Il ne faut rien exclure à court terme, il faut faire ce qui est le plus efficace, le plus proportionné, mais qui, en tout cas, marque très clairement que nous sommes décidés à ne pas laisser faire. Le président de la République qui pointe également du doigt les conséquences sur l'économie américaine. Les Américains sortiront plus faibles et plus pauvres, a assuré Emmanuel Macron, qui rappelle aussi que les filières doivent se mettre en lien avec leurs filières pour faire remonter leurs demandes et appellent à l'union et à la solidarité entre les filières. Nous suivrons tout au long de cet après-midi les échanges entre les filières très nombreuses autour de la table avec le président de la République et le Premier ministre. Merci beaucoup Laura, priorité évidemment à vous pour les réaction et l'analyse devant l'Élysée. Bonjour Gaëtan Mélin. Bonjour, je dis bonjour, c'est juste chef du service économie et social BFM TV. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, il connaît le truc, on dit bonjour. Oui, mais Gaëtan, ça fait 4 heures qu'elle est à l'antenne. C'est vrai que, vous savez, je suis souvent agressif dans l'attaque personnelle, c'est ma marque de fabrique. Bonjour Emmanuel, bonjour. Éditorialiste économique BFM TV. Et bonjour Thierry Arnaud. Merci d'être là, éditorialiste international BFM TV. Je reprends les mots, pour débuter, les mots d'Emmanuel Macron avant de voir le début de réponse française et le début de réponse européenne. Décision brutale et infondée. C'est comme ça qu'il qualifie les annonces de Donald Trump. Oui, infondées et d'autant plus infondées qu'elles ne peuvent pas avoir le résultat que souhaite le président américain, pour plusieurs raisons, dit le président français. D'abord parce que on voit déjà l'impact sur l'économie américaine. Il suffit de regarder les marchés financiers américains aujourd'hui. On est autour de 4-5% de baisse de la bourse. Et d'ailleurs, au passage, c'est pas un hasard si Donald Trump a choisi hier à 16h d'annoncer cette série de mesures, parce qu'il savait bien quelle serait la réaction des marchés financiers. Donc, il voulait éviter 16h, c'est l'heure à laquelle il ferme ses marchés financiers aux États-Unis, que les deux coïncident au même moment, qu'on voit en direct Donald Trump s'exprimant à la Maison-Blanche et les cours de la bourse s'effondrer. Ça pourrait coûter 2 points de PIB aux États-Unis, 2 points de produit intérieur brut, c'est-à-dire que ça pourrait coûter plus de 500 milliards de dollars à l'économie américaine, dit toujours Emmanuel Macron. Mais évidemment, les États-Unis ne seront pas les seuls à souffrir, et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit riposter. Et on a vu qu'il avait choisi le ton de la fermeté immédiate, qui faisait l'objet d'un débat au sein de l'Europe. Il y a ceux qui considéraient que le mieux c'était de temporiser, de réfléchir. Si on répond à une provocation de Donald Trump par une autre provocation, il va annoncer non plus 20%, mais 40, 60 et pourquoi pas 150%. Voilà. Mais lui, il est dans la logique, Emmanuel Macron, de dire qu'il faut montrer la fermeté européenne, pays par pays, secteur par secteur, mais tout en restant unis, tout en restant ensemble à 27. Et il va assez loin, puisque au patron qu'il a autour de lui, autour de cette table à l'Élysée, il dit « Arrêtez d'investir aux États-Unis. Si vous avez annoncé de grands projets d'investissement pour répondre à la menace de Donald Trump, ces projets doivent être suspendus jusqu'au bout de ces négociations. Et le bout et le but des négociations, dit Emmanuel Macron, bien c'est que chacun range les armes des deux côtés de l'Atlantique et que finalement disparaissent ces droits de douane supplémentaires. Et moins 3,64% pour l'instant pour le Dow Jones, le principal indicateur de la bourse de New York. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les indicateurs financiers d'aujourd'hui, vous avez
tous les impacts résumés. C'est-à-dire que vous avez des marchés financiers qui baissent partout, pour montrer que c'est bien perdant-perdant, mais des marchés américains qui baissent plus que les marchés européens, signe que c'est bien l'Amérique qui perd davantage. Vous avez le pétrole qui baisse, donc c'est bien le signe que ça va avoir un effet négatif sur la croissance mondiale. Vous avez un dollar qui chute, ce qui montre que la confiance quand même dans l'économie américaine est en train de diminuer. Et voilà, vous avez ce concentré d'effets de ces mesures protectionnistes. Question sur le calendrier, pour me parler dans l'oreillette, pardon, c'est pour ça que j'avais un blanc, pour tout savoir. La réponse d'Emmanuel Macron, il dit réponse en 2 temps. Enfin, en 2 étapes. Première réponse dans les prochains jours, acier, aluminium, et puis après on verra. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il aura le soutien de l'Europe, puisqu'il demande le soutien de l'Europe officiellement? Mais de toute façon, la Commission européenne a d'ores et déjà indiqué qu'il fallait prendre son temps, il ne fallait pas agir dans l'urgence et la précipitation, comme l'Union européenne avait pu le faire en février dernier. Donc oui, il va y avoir une réunion très importante lundi. C'est les 27 pays de l'Union européenne qui vont se retrouver pour se mettre d'accord sur cette fameuse première liste. Souvenez-vous, en février, on avait pris une liste qui datait de 2018, dans laquelle d'ailleurs il y avait le fameux Bourbon américain et qui avait principalement heurté le président américain et qui avait conduit ce dernier à annoncer des droits de douane en hausse de 200% sur les vins et spiritueux. Donc on va revoir cette liste. Vraisemblablement, on devrait retirer le Bourbon pour éviter justement ces 200% de droits de douane. Et puis cette liste, eh bien, elle va être soumise au vote mercredi prochain pour une mise en application à partir du 15 avril. Et le président de la République a indiqué que, en attendant, eh bien, il va y avoir une série de négociations qui vont débuter entre le commissaire européen au commerce et ses homologues américains. D'ailleurs, une visio aura lieu demain matin pour voir s'il y a une marge de manœuvre, si les Européens peuvent obtenir un délai, un sursis, comme finalement l'ont obtenu les Canadiens et les Mexicains. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va s'organiser une riposte européenne qui pourrait intervenir avec une nouvelle liste, notamment à la fin du mois d'avril. Mais ça devrait aussi s'accompagner d'autres mesures, pas forcément que tarifaires. Emmanuel. Il y a un peu 2 camps aujourd'hui en Europe. Il y a un camp des modérés pour une riposte très prudente. C'est Christine Lagarde, la patronne de la BCE. C'est Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Et puis Emmanuel Macron, qui lui est sur une ligne plus ferme, mais que l'expérience récente justifie. Si vous regardez par exemple le cas du Canada, c'est très intéressant. Quand le Canada a montré les muscles face aux États-Unis, on voit quoi que finalement là, le Canada, finalement, il s'en sort plutôt pas mal. Il a négocié. Alors, il a négocié, mais il a montré ses muscles en disant, puisqu'il faut rappeler que quand même le Canada exporte beaucoup d'électricité dans le nord des États-Unis. Si vous nous taxez, on vous exporte plus d'électricité. Comme par hasard, le Canada est là. Or, l'Europe a beaucoup de moyens de rétorsion. Il y a ce qu'a dit Gaëtan, c'est-à-dire la riposte proportionnée, effectivement, droit de douane pour droit de douane. Après, vous avez quand même la possibilité d'aller sur des rétorsions plus importantes, sur des rétorsions, par exemple, sur les normes, sur les produits agricoles. On peut être plus dur. Après, vous pouvez faire, comme le Canada a menacé de le faire sur l'électricité, taxer des exportations stratégiques. Alors pour le moment, les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés, mais les produits pharmaceutiques consommés par les Américains, à 75%, ils viennent d'Europe quand même. Donc là, il y a quand même des choses à faire. Et puis après, vous avez la possibilité de vous attaquer aux plateformes numériques. Ça, c'est ce qu'on a évoqué, c'est ce qui a commencé à être évoqué. Et puis vous avez le dernier stade de la riposte, qui est ce qu'on appelle les instruments anti-coercition, où là, vous pouvez gêner, par exemple, l'activité des banques américaines en Europe, etc. Donc, il ne faut pas croire que l'Europe est démunie. C'est soit elle a le courage, soit elle n'a pas le courage. C'est la question que j'allais poser à Thierry Arnaud. Dans un instant, il ira à Cognac. On oublie parfois dans ce débat ou dans ces bras de fer la force économique du continent européen quand il est uni. Imaginons qu'en plus l'Union européenne arrive à se trouver des alliés de circonstances ou non. On peut penser au Japon. En l'occurrence, ça va se retourner encore plus contre Donald Trump. Pourquoi il fait ça ? Alors, il peut susciter une telle réponse et qu'il imagine qu'il n'y aura pas de réponse. L'Union européenne, c'est à peu près 20% de l'économie mondiale, un peu moins, donc c'est évidemment absolument considérable. C'est 12-13% des exportations américaines, donc encore une fois, ça joue pour l'économie américaine un rôle essentiel. Donald Trump, il a une conviction profonde qui n'est pas nouvelle. Il est convaincu et il ne cesse de répéter que l'Europe vit depuis des décennies
au crochet des États-Unis. Elle vit au crochet des États-Unis pour sa sécurité. C'est tout son discours sur l'OTAN et la pression mise sur les pays européens pour qu'ils poussent jusqu'à 5% de leur PIB leurs dépenses de défense, parce qu'ils considèrent que c'est les États-Unis qui payent pour la sécurité de l'Europe, ce qui est d'ailleurs en partie plutôt vrai. Et ils considèrent aussi que l'Europe vit au crochet des États-Unis sur le plan économique. Au fond, le déficit, pour lui, c'est pas l'expression du fait qu'il y a des meilleurs produits ailleurs ou qu'on n'est pas compétitif, c'est l'expression d'une faiblesse. Et cette faiblesse, il faut la corriger en imposant aux autres pays et aux industriels et aux entreprises venues d'autres pays des conditions tellement décourageantes pour exporter vers les États-Unis qu'elles n'auront d'autre choix pour rester sur le marché américain que de venir s'installer et produire aux États-Unis. Voilà quelle est la logique de Donald Trump, dont vous aurez observé qu'elle est contestée par beaucoup de gens. Clairement. Et qu'elle n'est pas jugée très convaincante aujourd'hui par les marchés financiers. Parce qu'on nous attend quasi. On voit bien que pour le moment, c'est pas tellement gagnant. C'est-à-dire que vous avez par exemple des grands constructeurs automobiles comme Stellantis qui ont dit, bon bah puisque c'est comme ça, on met nos usines un peu au ralenti, quitte à supprimer des emplois. Et puis n'oubliez jamais que l'industrie américaine, ça ne fait rêver personne. Ils sont nuls. Enfin, je veux dire, les États-Unis sont très forts sur tout ce qui est technologie de l'information, tout ce qui est GAFAM, etc. Mais l'industrie américaine en elle-même, regardez les problèmes de Boeing, par exemple. Hein, demandez, ils ne vous le diront jamais en face, mais demandez à tous les grands patrons français qui ont des usines dans le monde entier. Ils vous diront que les ouvriers américains et les usines américaines sont pas efficaces, sont pas productifs, ne travaillent pas très bien. Donc, installer des usines aux États-Unis, ça ne fait pas rêver grand monde aujourd'hui. Et quand vous savez qu'il est peut-être pas là pour très longtemps, Donald Trump, peut-être pas plus qu'un mandat, quand vous réfléchissez à l'échelle de ce que représente l'investissement et la construction d'une usine, bah, vous avez beaucoup d'entreprises qui vont quand même réfléchir à deux fois avant de décider de s'installer aux États-Unis. On va retrouver Jérôme Sourisseau. Bonjour, merci de votre patience. Vous êtes président de l'agglomération Grand Cognac. Comment vous réagissez à la fois aux menaces qui sont enfin des taxes crédibles de Donald Trump et à la réponse il y a quelques instants du président de la République? Ça va dans le bon sens? Bonjour. Écoutez, la première réaction depuis ce matin, c'est le coup qu'on a reçu sur la tête, parce que la région de Cognac est déjà en grande difficulté avec le marché chinois pour là aussi des taxes en mesure de rétorsion vis-à-vis de la Commission européenne. Donc les taxes infligées par Donald Trump depuis hier, évidemment, ce matin au réveil, ont fini de démoraliser la région. Alors j'ai entendu effectivement les propositions du président de la République. Évidemment, l'Europe doit montrer qu'elle est présente, qu'elle peut tenir bon. Mais dans la région de Cognac, on espère par-dessus tout évidemment la désescalade. Ça fait 300 ans qu'on se vend dans le monde entier, toujours avec des relations amicales, et on espère que la sérénité pourrait revenir et qu'on retrouve le chemin de quelque chose de plus raisonnable dans les relations commerciales entre nos deux continents. Ça change quoi sur le prix d'une bouteille? Parce que je regardais pour une bouteille de vin, par exemple, la hausse était taxée à 2%. Si on passe à 20, ça fait une bouteille qui était à 20 aujourd'hui, à 20 et 40 centimes, elle passera à 24. C'est la même proportion? Eh bien, dans le cognac, effectivement, donc c'est un produit qui se vend plus cher, puisque c'est un produit de vieillissement. Donc ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10 $ de plus sur les entrées de gamme et bien au-delà sur des cognacs plus vieillis. Donc ça peut être complètement déterminant sur le prix de vente. Et dans un marché américain qui est déjà un petit peu difficile au niveau des vins et spiritueux, la différence de prix peut être déterminante et nous faire disparaître du marché. Merci beaucoup, Jérôme Sourisseau. On reviendra vers vous, évidemment, pour suivre ce dossier et les conséquences pour le cognac, mais pas seulement. On va retrouver Thierry Mariani. Merci d'être avec nous en direct, député européen Rassemblement national. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et la réponse et l'idée ou la volonté d'une Europe unie, c'est en substance ce que dit Emmanuel Macron. Ça suscite quoi chez vous ? Ça suscite des mots qui sont sympathiques comme d'habitude avec Emmanuel Macron, mais j'attends les actes. Vous savez, ça fait des années, on l'oublie, que l'Union européenne se fait piétiner par les États-Unis. Je vous rappelle quand même que ces droits de douane sont un véritable problème, mais ça fait des années qu'on est tenu d'appliquer l'extraterritorialité du droit et des lois qui normalement sont votées par les Américains et que les Américains appliquent à toute l'économie mondiale. Donc oui, bien sûr qu'il faut répondre. Donald Trump ne comprend que la force. Après, j'attends de voir quelle va être la réponse de l'Union européenne. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Je pensais que vous étiez plus proche de Donald Trump que de l'Union européenne. Comment on trouve l'équilibre entre un allié, on va dire, intellectuel? Attendez,
au Rassemblement national, je vous rappelle, on n'est pas plus proche de l'Union européenne que de Trump, on est proche des Français. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, excusez-moi, je vous rappelle que Marine Le Pen, par exemple, n'a pas poussé les portes pour essayer d'être à l'intronisation de M. Trump, parce qu'on n'est pas naïf. Quand quelqu'un se fait élire en disant « America first », eh ben, excusez-moi, ça veut dire les autres après. Et donc forcément, ce qui arrive était, excusez-moi, prévisible. En plus, reconnaissons à Trump une qualité, c'est qu'il fait ce qu'il avait dit. Donc ce qui est même surprenant, c'est que l'Union européenne n'ait pas déjà montré un peu les muscles avant, disant si vous faites cela, sachez qu'on répondra. Et donc ce que je dis simplement, c'est que l'Union européenne... Selon vous, jusqu'où on doit aller pour montrer les muscles face à Donald Trump, pardon. Ah ben, au maximum, je veux dire, on doit protéger nos entreprises, on doit protéger nos agriculteurs, et donc il ne s'agit pas de réfléchir, de faire des commissions ou quoi que ce soit, mais ça va être extrêmement difficile d'avoir une réponse, parce que dans les rapports avec les États-Unis, vous avez aussi des pays qui sont gagnants. Je prends un exemple, parce que M. Trump dit toujours la balance commerciale est déficitaire avec l'Europe, et vous le savez, il a raison. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que la balance des services est déficitaire pour l'Europe et excédentaire pour les États-Unis. Je regardais, vous avez au sein de l'Europe des pays qui sont extrêmement gagnants. L'Irlande, par sa politique de taxes extrêmement basse, si j'en crois le Figaro de ce matin, a un excédent de 155 milliards par an avec les États-Unis. Donc moi, j'attends de voir comment l'Union européenne va être capable de prendre des sanctions, parce que malheureusement, dans ce genre de situation, il faut réagir vite, et c'est rarement le cas de l'Union européenne. On a du mal, j'entends vos propos et je comprends ce que vous dites, évoquez quand vous parlez de proximité avec les Français, mais il y avait une proximité en tout cas idéologique, ou ce sentiment-là avec Donald Trump, et on voit les dégâts qu'il pourrait faire sur les Français que vous affirmez vouloir défendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre des distances avec Donald Trump, aller vers plus d'Europe pour défendre les Français que nous sommes. Comment on doit trouver la limite sur cette ligne de crête? Attendez, on a une proximité idéologique simplement sur un point. C'est-à-dire qu'il dit d'abord je m'occupe des Américains. La proximité, c'est nous, on dit d'abord on s'occupe des Français. Voilà, c'est tout. Et donc dans ce point-là, M. Trump ne nous fait pas de cadeaux. Nous, on dit simplement qu'on ne doit pas faire de cadeaux aux Américains et que désormais, sur cette guerre commerciale, eh bien, il faut se battre. C'est d'abord relocaliser un certain nombre de productions. C'est d'abord donner la priorité aux productions nationales. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des textes qui garantissent un accès extrêmement difficile aux sociétés étrangères sur les marchés publics. Les marchés publics de l'Union européenne et donc en France sont ouverts à tout vent. On passe notre temps à signer des accords de libre-échange avec tous les pays. Française. C'est-à-dire que défendre l'intérêt des Français, ça passera par plus d'Europe. La réponse devrait être européenne, ça passe pas par plus d'Europe, monsieur. Ça passe avec une Europe qui est plus de courage. C'est une Europe qui est plus de... Parce que quand on dit plus d'Europe, je vous vois venir... C'est de dire, il faut une Europe avec encore plus de... Non, je vous rassure, M. Mariani, je ne vais nulle part. J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. J'y vois un paradoxe, effectivement, mais je ne vais nulle part. Mais il n'y a aucun paradoxe. Il faut mieux d'Europe, alors. Il y a mieux d'Europe, c'est ça? Bravo, vous devriez faire de la politique. On veut pas plus d'Europe, on veut une Europe plus efficace. Or, aujourd'hui, reconnaissez qu'en matière de protection, c'est le cadet des soucis de l'Union européenne, parce qu'elle a choisi une idéologie. L'idéologie de l'Union européenne, c'est on doit être la plus belle et la plus grande zone de libre-échange au monde. Eh bien, on le voit, le résultat. Aujourd'hui, par exemple, nos entreprises en Europe ont l'énergie quasiment la plus chère des grandes zones économiques, et en même temps, maintenant, on se prend les droits de douane. Et donc, nos entreprises sont vraiment prises en ciseaux. Donc, il faut se défendre. Comment? Eh bien, en prenant des mesures énergiques, d'abord, en donnant la priorité aux productions nationales, avec un X, aux productions nationales faites à l'intérieur de l'Union européenne. Et j'espère que l'Europe en sera capable. C'est un vrai test. C'est un vrai test parce que moi, je suis très sceptique. Parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, il y a des pays, par exemple l'Irlande, mais c'est pas le seul, qui ont des intérêts surtout à ne rien faire. Voilà. Et donc, d'autre part, comme je le disais au départ, l'Europe, jusqu'à présent, a toujours été un peu paralysée face aux États-Unis. OK, on a pris des sanctions, vous le rappeliez, sur le Bourbon. Mais, je le répète, à chaque fois que les États-Unis, par exemple, nous ont mis des amendes à cause de leur loi extraterritoriale, on a baissé la tête et on a ouvert le chéquier. Monsieur Mariani, j'ai une dernière question. Si c'était à refaire, faudrait-il soutenir au Rassemblement national encore Donald Trump ou plutôt soutenir Joe Biden? Mais le Front National, attendez, vous êtes extraordinaire. Le Front National n'a jamais soutenu... Rassemblement national, surtout pas le Front National.
Le Rassemblement national, pardon, n'a jamais soutenu M. Trump. Proximité. Moi, je ne trouvais aucune Monsieur qualité Marini, à M. c'est Biden. pas un crime non plus. Voilà. Mais non, mais c'est pas un crime, mais c'est pas aussi ce qu'on a fait. Voilà. Attendez, l'élection américaine, ça concerne les Américains. Moi, les Américains, ils votent ce qu'ils veulent. Moi, je m'occupe des Français. Et donc, je dis simplement, on n'était pas dupes. Je vous le répète, dès le départ, regardez ce que je tweetais déjà il y a plus d'1 an. Dès le départ, on disait America First. Ben, excusez-moi, ça veut dire qu'on va souffrir. Voilà, eh ben, c'est gagné, on a souffert. Donc, moi, je ne suis pas proche de Trump ou proche de Biden. Ce qui m'intéresse, c'est comment on défend les Français. Eh bien, on verra cela. Merci beaucoup Thierry Marini d'avoir été avec nous quelques instants cet après-midi. Je vous laisse la politique. Je vais essayer de continuer à poser mes questions et essayer de vous y faire répondre avec le sourire. Merci beaucoup. On va retrouver David Nunal sur le plateau. David, 20% de taxes sur les produits en provenance de l'Union européenne. On en parlait évidemment. Quelles conséquences pour les produits français quand on regarde dans le détail que la valse des étiquettes a commencé? Oui, tout dépend en fait de chaque produit. On va prendre pour commencer le secteur de l'automobile. Avec les taxes annoncées, les véhicules SUV assemblés aux États-Unis avec des pièces qui proviennent de l'étranger vont prendre environ $10 000 de plus. Pour certains véhicules électriques, ça va commencer à 15 000 dollars de plus avec ces taxes. Et puis vous allez voir, pour certains véhicules qui sont plus coûteux, eh bien cette taxe, elle va faire grimper les prix encore jusqu'à 20 000 dollars. Alors si les taxes, elles sont répercutées directement sur le prix de vente, certaines estimations prévoient une chute des ventes de véhicules neufs jusqu'à 20% aux États-Unis. D'ailleurs, avant la mise en place des taxes, eh bien les ventes de véhicules ont bondi aux États-Unis. Le constructeur Hyundai, par exemple, a augmenté ses ventes de 13% en mars par rapport à un mois de référence. Et puis, deux autres exemples de produits pour des montres suisses. La taxe est de 31%, ce qui fait un surcoût moyen de 6 000 à 15 000 dollars par produit. Ça dépend bien sûr du prix de la montre. Et puis, pour un spiritueux, eh bien, une bouteille passerait de 35 à 45 dollars. Si l'Union européenne réplique, David, quels sont les secteurs qui pourraient être touchés, mais chez nous? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, la riposte, on l'a vu, est à l'étude. C'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui l'a évoqué aujourd'hui, et puis le président de la République. Parmi les pistes qui existent, il y a celle de la taxation des services américains, comme par exemple le stockage numérique. Un plan de stockage d'Apple, par exemple, à 120 € par an, passerait à 144 € par an, une augmentation de 24 €. Et puis, si on prend un abonnement Netflix Premium, par exemple, eh bien, c'est une augmentation de 4 € par mois. Alors, ces simulations, elles valent bien sûr en cas de mesure réciproque et si l'entreprise répercute l'entièreté de cette taxe sur le consommateur. Merci beaucoup David pour ces explications. Emmanuel, ça me rappelle quelque chose, une phrase, c'est s'il suffirait de plus les acheter pour que ça se vende plus. C'est aussi une bonne riposte potentielle. Alors, vous pouvez effectivement considérer que c'est une bonne idée de boycotter les marques américaines. Honnêtement, c'est tout imbriqué. Hein. Non, honnêtement, sur les grandes marques industrielles, c'est très compliqué parce qu'en fait, vous pénalisez finalement beaucoup plus. Même si c'est des marques apparemment américaines, vous pénalisez en fait beaucoup de producteurs français. Il faut savoir que McDo, si vous décidez de plus aller au McDo en France, vous pénalisez un groupe français qui est derrière. Vous pénalisez les agriculteurs français puisque McDo source à 75% ses produits en France. Même chose pour si le dentifrice Colgate, il est fabriqué dans une usine polonaise, etc. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Le vrai levier, effectivement, face auquel les Américains sont très vulnérables, c'est quand même tout ce qui concerne les plateformes, tout ce qui concerne Netflix, etc. Parce qu'on a quand même été très sympathique en Europe avec les GAFAM. Et donc là, s'il y a bien un levier qui est extrêmement sensible et qui pourrait effectivement faire infléchir Donald Trump, c'est les produits, ce sont ces produits numériques. Parce qu'encore, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de produits industriels américains qui font rêver les consommateurs français. Gaëtan ? Oui, il ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de produits industriels américains sont produits en Europe. Les usines Coca-Cola, par exemple, eh bien, elles sont en Union européenne. Donc ça veut dire que si on boycotte ces produits, on pénalise ces industriels, mais aussi les salariés, et ça va de pair. Donc ça veut dire des emplois en moins. Par ailleurs, il y a aussi d'autres pistes que suit aujourd'hui la Commission européenne, comme notamment réserver le marché européen aux entreprises européennes, et puis notamment aussi lancer des enquêtes sur les subventions dont bénéficient aujourd'hui un certain nombre d'entreprises américaines. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau de BFM Story.